Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. L'actualité dominée par les législatives 2021. Hier, les électeurs étaient convoqués aux urnes pour le renouvellement des 254 postes en jeu. Un vote pour choisir les députés qui s'est déroulé dans le calme. La nouvelle cartographie de l'Assemblée nationale se dessine. La commission électorale indépendante poursuit la proclamation des résultats provisoires. Incursion dans le domaine de la pêche artisanale, une activité vitale. Ces pêcheurs contribuent à la nutrition des populations en protéines. 1300 tonnes de produits frais écoulés sur le marché l'année dernière depuis le port autonome de San Pedro. Le dossier à suivre dans ce journal. Et puis, grande messe du pape François en Irak, c'était ce dimanche dans le stade François Hariri à Erbil, devant des milliers de fidèles. Le souverain pontife prie pour les victimes de la guerre dans le nord de l'Irak, ravagé par les djihadistes. Fin des législatives de ce samedi 6 mars 2021. L'heure est à présent la proclamation des résultats par la commission électorale indépendante. Le verdict de plusieurs dizaines de localités déjà rendu. On retient entre autres que le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, conserve son poste à Séguéla. Le premier ministre Ahmed Bakayoko aussi dans la même localité. Adama Bictogo à Agboville. Fidel Sarasoro, vainqueur à Sidi Matiali. Quant à l'opposition, elle arrache des victoires comme celle de Hubert Oulaï à Guiglo et Jean-Louis Billon à Dabakala. Nous sommes au deuxième jour de la proclamation des résultats provisoires. Un scrutin législatif sans violence. Un climat apaisé salué par le chef de l'État après son vote hier à Cocody. Les regards désormais tournés vers la commission électorale indépendante. Michel Digré. Circonscription 046, Trècheville commune. Dans quelques heures, tous les candidats aux législatives 2021 seront situés sur leur sort. La commission électorale indépendante procède depuis samedi nuit à la proclamation des résultats provisoires et ce, après un scrutin apaisé sur l'ensemble du territoire national. Jusqu'à notre départ, aux environs de 10 heures, le scrutin législatif se déroulait dans le calme dans la ville de Kwasi-Datekro. Les choses se déroulent comme prévu. Une affirmation confirmée par les observateurs et superviseurs électoraux. Dans la région du Hambol, le processus s'est bien déroulé sans incident. Pour le président de la République, il faut à présent maintenir le cap pour toutes les élections à venir. Que les Ivoiriens puissent choisir à compter de maintenant, en toute quiétude et dans la paix, leurs représentants, que ce soit pour le pouvoir suprême de l'exécutif, le pouvoir législatif ou bien évidemment les élections locales avec les mairies et les élections des conseils généraux. Pour l'heure, la commission électorale indépendante est à pied d'œuvre pour donner tous les résultats dans les plus brefs délais. Dans plusieurs localités, certains candidats malheureux ont déjà appelé leurs adversaires pour les féliciter, pendant que d'autres attendent l'ouverture du contentieux pour faire des recours. La Convention de la société civile ivoirienne est satisfaite du bon déroulement du vote. Elle note un environnement généralement apaisé. Depuis la campagne jusqu'au jour du vote, cette organisation avait déployé 151 observateurs sur l'ensemble du territoire national. Voici le point de son observation des élections. La Convention de la société civile ivoirienne a observé des élections généralement apaisées sur l'ensemble du territoire national. Le déroulement du scrutin, la sécurité, la présence des représentants de candidats, la fermeture et le dépouillement sont autant d'étapes suivies par les observateurs de la Convention dans les centres de vote. La Convention de la société civile ivoirienne note que les élections législatives du 6 mars 2021 se sont déroulées dans un environnement généralement apaisé. Depuis les campagnes jusqu'au jour du scrutin, les parties prenantes ont fait preuve de plus de maturité. Malgré le bon déroulement du scrutin, la mission d'observation de la Convention dit avoir constaté des incidents. Elle fait des recommandations. La CSI se réjouit des retombées du dialogue politique qui ont permis la participation de l'ensemble des groupements et partis politiques. Elle se félicite également du déploiement des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire. Toutefois, elle recommande au gouvernement de maintenir et de renforcer le dispositif sécuritaire pour les scrutins à venir,
de poursuivre la dynamique du dialogue politique en vue de l'apaisement durable du climat sociopolitique. La Convention de la société civile a déployé une centaine d'observateurs à travers toute l'étendue du territoire pour ces élections législatives. C'était un reportage de Laure Goretti et Didier Nguesson. Comme on le voit, plusieurs observateurs ont suivi ce scrutin. La CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens, a dépêché une mission sur place. Elle indique que ces législatives se sont bien déroulées. Ahmed Traoré, Adama Kone. Les élections législatives du 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire ont été suivies par des observateurs internationaux. 24 heures après le scrutin, la communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD, livre ici ses conclusions. La mission d'observation électorale de la CENSAD a retenu que l'élection du 6 mars 2021 s'est déroulée conformément aux dispositions du Code électoral ivoirien et dans des conditions inclusives, apaisées et satisfaisantes pour toutes les parties engagées. La mission d'observation électorale de la CENSAD exhorte tous les candidats en lice à respecter les résultats issus des urnes et à recourir aux procédures et aux voies légales pour le règlement de tout contentieux lié à ces élections législatives. La mission d'observation électorale de la CENSAD saisit cette occasion pour féliciter la Commission électorale indépendante CEI pour toutes les mesures prises en vue du bon déroulement du processus électoral. La mission renouvelle ses remerciements au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et aux acteurs politiques ivoiriens qui ont rendu possible le climat de sérénité dans lequel s'est déroulé le scrutin. La mission d'observation électorale de la CENSAD salue également les autorités de régulation pour les efforts consentis afin d'assurer l'accès équitable des candidats des différentes circonscriptions aux médias d'État. Une élection des députés qui était paisible dans l'ensemble. C'est ce qu'on retient également de l'observation faite par Indigo Côte d'Ivoire. L'organisation non gouvernementale a fait un point de cette mission face à la presse. Didier Nguesson. La mission d'observation électorale de l'ONG Indigo Côte d'Ivoire a déployé pour ces législatives 500 observateurs sur le terrain. Ils ont couvert 1429 bureaux de vote. De leur rapport, il ressort un scrutin apaisé dans l'ensemble. L'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021 s'est déroulée dans un environnement relativement apaisé sur l'ensemble du territoire, avec des incidents observés dans un certain nombre de localités. 99% des bureaux observés par Indigo Côte d'Ivoire ont ouvert avant 10 heures. Les observateurs ont rapporté que les forces de sécurité étaient présentes dans 96% des centres de vote visités. Les agents électoraux ont systématiquement vérifié la présence de l'encre indélébile sur le doigt des électeurs dans 94% des bureaux observés. L'ONG a observé quelques incidents qui ont tout de même émaillé le vote. Ils sont jugés mineurs par le coordonnateur. La mission d'observation invite les partis politiques à s'abstenir de publier des résultats sur les réseaux sociaux avant la proclamation provisoire de la CEI et à utiliser les voies de recours légales. La commission électorale indépendante de son côté salue aussi la bonne tenue de ces législatives. Un scrutin au cœur du Dimanche Magazine. Ce 13h, Herman Guivier a reçu Salimata Porquet, troisième vice-présidente de la CEI. Je vous propose un extrait de l'entretien. Le président Koulibaly Kubière a invité tous les candidats à la commission, à une réunion de la commission électorale pour leur expliquer le mode opératoire, ce qui est très important. D'accord. Les mêmes dispositions ont été prises. Le matériel électoral était dans les lieux de vote et dans les bureaux de vote à l'heure indiquée parce que le scrutin dure 10 heures. On commence à 8 heures et on finit à 18 heures. Bon, il peut arriver que dans certains lieux, on commence à 9 heures et bien on finit à 19 heures. Il faut respecter les 10 heures.
n'est-ce pas, du scrutin. Mais tout s'est très très bien déroulé, tout le matériel était en place, surtout que les électeurs ont été quand même bien sensibilisés. Lorsqu'on leur donnait le bulletin, ils vérifiaient s'il y avait le sticker, sinon l'hologramme, sur leur bulletin de vote. Les candidats que je voudrais féliciter, parce que les candidats et les électeurs ont été très compréhensifs cette fois-ci. Nous n'avons pas vraiment remarqué de grabuge. D'accord. Vraiment important dans nos localités. Les gens ont été très compréhensifs, ils étaient là à attendre et poser les questions qu'il fallait à tout instant. Et il est important qu'on les félicite. Mais ce que je voudrais dire, il est grand temps que les Ivoiriens comprennent que nous sommes tous des Ivoiriens. Il faudrait qu'on dépasse les problèmes ethniques. Ceci, c'est un message fort que moi-même je lance et au nom de la commission électorale pour dire que nous, commission électorale, nous organisons les élections en toute transparence, en toute impartialité. Nous ne sommes pas là pour soutenir Pierre ni Paul, mais nous sommes là pour soutenir la Côte d'Ivoire. Et nous faisons beaucoup de communication. Il faut communiquer. Vous avez vu les spots, vous avez vu les affiches et tout ce que nous pouvions faire comme communication pour que les populations ivoiriennes, c'est-à-dire que nos concitoyens, soient vraiment informés de la manière dont fonctionne la commission électorale indépendante. Un scrutin qui s'est bien déroulé parce que les populations disent non à la violence pendant les élections. Celles de Toumoudi, par exemple, ont tourné la page des tristes événements de la dernière présidentielle. La paix et la réconciliation désormais prônées dans la région du Bélier. La caravane est initiée par Serge Koléa et son équipe du Club des Amis de la Culture pour la Paix. Sidonie Davila. À Toumoudi, l'équipe de la caravane pour des législatives apaisées exprime sa solidarité aux victimes des violences liées à la présidentielle de 2020. On se souvient que des affrontements avaient fait 4 morts, des blessés et d'importants dégâts matériels. Maisons brûlées, commerces détruits, des habitations désertées. 6 mois après, les populations se disent prêtes à tourner la page. Le médiateur, quand il est arrivé, ils ont monté même un comité de veille qui est en train de sensibiliser les gens à faire en sorte que prochainement cela n'arrive jamais. Après cette visite, une rencontre d'échange et de sensibilisation s'est tenue à l'esplanade de la sous-préfecture de Toumoudi. La caravane pour des législatives apaisées, comme l'a rappelé Serge Koléa, l'initiateur, vise à prôner la paix et la réconciliation nationale. Pour nous, Toumoudi, c'était un symbole. Il était question pour nous de venir parler de paix. Vous apportez notre part de compassion morale. La situation qu'on a vécue, elle est encore réelle et présente. Et nous, humblement, pour vous parler donc de réconciliation, de pardon. C'est vrai, c'est pas facile, mais on est obligé d'aller au pardon. Message bien reçu par les victimes. Dans la vie, chaque chose a son temps. J'ai pardonné tout ce qu'ils ont fait. Donc je demande à tous les Ivoiriens, les élections, ce n'est pas la guerre. Chacun de nous a le droit de s'exprimer dans les urnes. L'ambassadeur de la paix, Serge Koléa, et son équipe du Club des Amis de la Culture pour la paix et la réconciliation ne sont pas venus les mains vides à Toumoudi. Des sacs de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, du savon ont été offerts au grand soulagement des victimes présentes. Un geste pour donner l'élan d'une chaîne de solidarité à l'endroit des sinistrés. On va changer de sujet et je vous amène au cœur d'une activité. La pêche artisanale demeure peu pratiquée par les Ivoiriens, pourtant c'est un secteur vital. L'année dernière, par exemple, la pêche artisanale a permis d'écouler depuis le port autonome de San Pedro, tenez-vous bien, 1300 tonnes de produits frais sur le marché. Notre reporter Sam Conan est allé à la rencontre des pêcheurs. Il contribue à la nutrition des Ivoiriens en protéines. Alors comment la pêche artisanale est-elle pratiquée et surtout comment est conservé le poisson pour garder sa qualité? Les éléments de réponse dans ce dossier. Port autonome de San Pedro. Nous sommes dans la zone d'exploitation du port des pêches qui s'étend sur 4 hectares. Ici se pratique la pêche dite pêche artisanale avec des pirogues motorisées qui s'étendent à perte de vue. Quand on dit un port artisanal, le caractère artisanal est lié au caractère des pirogues.
C'est des pirogues artisanales. Bien sûr qu'elles sont motorisées, mais ce n'est pas des chalutiers. Qui pratique la pêche artisanale? Le majorité, on a les Fanti et puis les gens de Nungo là aussi. Avant d'aller en mer, il faut préparer la pirogue. Plus de 400 pirogues motorisées partent en mer de jour comme de nuit à l'assaut des poissons. Quand on va aller à la pêche, on a tout dedans. Hein. On a des fourneaux, on a des machettes, on a des couteaux, il y a des autres qui prennent gaz pour aller, on prend les charbons et puis la nourriture. C'est ça, on prépare pour qu'on puisse manger avec ça sous l'eau, pour qu'on puisse avoir la force pour pêcher. Tu vois les caisses qu'elle a, on met la graisse dedans et puis on prend notre carburant, tout ça là, quand on rentre sous l'eau, on perd les sardines ici pour aller à la pêche. Une fois sur l'eau, la pêche artisanale peut commencer. On coupe les appâts, on met au bout des hameçons et puis on lance dans l'eau. Mais avant de partir, on a des sondaires, on a GPS, tout ça, c'est ça qui nous indique. Ici, il y a des rochers, ici, il y a des poissons. Ça nous permet à pêcher rapidement. Voilà, donc c'est comme ça. Comment acquérir une pirogue et combien coûte-t-elle? La pirogue, il y en a, on achète en Côte d'Ivoire ici. Il y en a aussi, on achète au Ghana. Il y a des pirogues de 2 millions, il y a des pirogues de 1,5 million, il y a des pirogues de 1 million, il y a des pirogues de 4 millions. Le moteur, ça coûte 2,3 millions. Maintenant, ça c'est 40 chevaux. Maintenant, le 15 chevaux, il coûte 1,6 million. Et la pêche artisanale, c'est un pêche, on peut dire sur Tomora. Tu peux faire la dépense de 500, 400 000, tu sois à zéro. Il y a des moments aussi, si Dieu était deux aussi, tu peux gagner aussi. Les pêcheurs ont le souci de protéger les alevins. Il y a des filets, quand on rince, quand on trappe petit poisson, là, on le laisse. On ne le garde pas, c'est-à-dire on doit le laisser pour qu'il puisse grandir. Donc les groupes qui sont dedans, qui sont autorisés de pêcher, c'est ça que nous on envoie. Il est 8 heures. Titi fait partie de la communauté ghanéenne des pêcheurs. Comme chaque jour, il revient de la pêche après avoir passé plusieurs jours en mer. Ils sont quittés ici, aller 2 km. Maintenant, ils ont fait 3 jours pour arriver là-bas. Pour quitter là-bas, pour pêcher, tout, ça fait 5 jours pour retourner, pour venir. Avant le débarquement, Titi doit remplir certaines formalités. D'abord, le contrôle de ses papiers qui l'autorisent à pratiquer la pêche. Un contrôle effectué par les agents de la police maritime qui assurent la sécurité. Je vous aperçois, oui, avancez. Nous veillons aussi sur l'application stricte des règles en matière de pêche. Donc là, la vedette arrive, tout à l'heure on va passer au contrôle documentaire et puis après nous allons sécuriser tous les débarquements. Ensuite interviennent les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques qui doivent inspecter les poissons pêchés. Quand la pirogue arrive, dès qu'on ouvre la caisse, on regarde d'abord l'état de la glace, la couleur de la glace. Et dès qu'on commence à faire sortir le poisson, on voit la fraîcheur avec le thermomètre. Ce thermomètre-là nous permet de déterminer si ça a été bien glacé ou pas. Maintenant, on prend un poisson, un échantillon, dans ce qu'on a vu, et on voit la fraîcheur, si ce n'est pas altéré avant que les gens ne glacent. Mais en temps, on s'assure que le poisson se fait par type ou par espèce. Une fois la qualité du poisson certifiée, c'est l'étape de la pesée. La pesée sert à faire les statistiques, pour savoir quel type de poisson nous avons reçu ce jour. Et surtout dans cette pirogue, la pirogue que nous venons de débarquer. Et donc, en ce moment, on vient de peser 100 kg de céréales. Et on a donné au propriétaire, c'est-à-dire à la marailleuse, qui va reconditionner. Donc nous procédons à la pesée pour pouvoir délivrer les redevances, les tickets, parce que toutes ces activités-là sont assujetties à des redevances. Et nous prenons aussi les espèces parce qu'après nous élaborons les statistiques pour savoir un peu les différentes qualités de poissons qui passent par le port. Quelles sont les variétés de poissons qui sortent du port de pêche de San Pedro? On a les sardinelles, on a les thons, les différentes espèces de thon, thon boni, thon albacore,
Et puis on a les poissons nobles comme le mérou blanc, le mérou noir, les capes rouges, les dorades, on a les pageaux, les brochets, les capes blanches, les sols, les sosos. Voilà, capitaine. Après la pesée, les marailleurs vendent le poisson à des grossistes qui, à leur tour, expédient tout le poisson ou presque sur Abidjan. En plus du port de pêche artisanal, la Direction générale du port autonome de San Pedro envisage de créer un port de pêche semi-industriel pour satisfaire la demande. On a en projet la construction d'un port de pêche semi-industriel qui va accueillir plus de chalutiers. Ça ne veut pas dire que le port artisanal va disparaître, on va le déplacer ailleurs. En 2020, 1300 tonnes de produits frais sont sortis du port de pêche de San Pedro. La pêche artisanale est un secteur vital. La Direction générale du port de San Pedro invite les jeunes Ivoiriens à s'y intéresser davantage. C'était le dossier de ce soir avec Sam Conan dans l'univers de la pêche artisanale à San Pedro. Dans le développement durable des villes ivoiriennes vers la certification à la norme ISO de 13 communes, le projet pilote entre dans sa phase active. Une cinquantaine d'acteurs de développement local en formation et vont s'approprier les outils de management des collectivités territoriales. Michel Digré. Le développement local à travers le transfert de compétences aux collectivités territoriales constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement. La raison, les collectivités territoriales rencontrent d'énormes difficultés dans leur fonctionnement quotidien du fait des problèmes budgétaires mais aussi des insuffisances au niveau du management du développement durable. Cet atelier vise à donner à une cinquantaine de participants, acteurs du développement local, les outils nécessaires en matière de planification et de leadership. L'objectif est d'arriver à la certification des communes choisies pour la phase pilote du projet. Vous savez, le gouvernement ivoirien est engagé dans plusieurs programmes de bonne gouvernance. Et la normalisation ISO est une porte importante pour nos communes. Il s'agit de veiller à ce que les ressources publiques qui sont affectées et qui sont gérées dans nos communes le soient selon un certain nombre de critères. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas seule. Les indicateurs de bonne gouvernance sont suivis à travers le monde entier. Et la Côte d'Ivoire souhaite que nos communes, justement, s'inscrivent dans cette logique de bonne gouvernance. D'une durée de 15 mois, ce projet de certification des communes ivoiriennes à la norme ISO 37101 est conduit par une équipe d'experts américains en collaboration avec la Direction générale du développement local. Et notre action sur le développement local, le nouveau préfet du Hambol veut insuffler une nouvelle dynamique à l'action administrative dans sa région. Il initie un séminaire, une rencontre pour évaluer l'impact de l'action gouvernementale sur le terrain. Les directeurs et chefs de services réunis à Katiola, ils font un bilan des activités qu'on voit avec Léon Brou. Comme les forces de défense et de sécurité, le Conseil régional du Hambol a l'épreuve du bilan de ses activités pour l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations. Plus de 2 milliards de francs CFA investis l'an dernier, prioritairement dans la santé et l'éducation. De 11 écoles qu'il y avait dans la région, nous sommes aujourd'hui à plus de 110 écoles. Pour 2021, nous prévoyons la construction des centres de santé qui sont composés de dispensaires et de maternités. Au total, 10 communications sur l'action administrative dans le département de Katiola, routes hydrauliques, agriculture, formation professionnelle, jeunesse et affaires sociales, protection civile, bref, tous les domaines passés au peigne fin, les difficultés également relevées et des alternatives pour plus d'efficacité proposées. Cette initiative du corps préfectoral, une grande première qui va insuffler une dynamique nouvelle au développement local, jugent les autorités. C'est une façon moderne de gérer l'administration. Nous en sommes très fiers, nous adhérons totalement à cette façon de faire et nous pensons que c'est finalement au bénéfice et au profit de nos populations. Il y a des difficultés qu'on pourrait résoudre au plan local. Il y a des difficultés qui vont peut-être au-delà de nos capacités. Donc nous allons nous en référer à nos hiérarchies respectives de telle sorte que toutes les actions qu'on doit mener puissent aboutir. Ce séminaire pour améliorer l'action administrative à Katiola, le préfet du département, préfet de la région du Hambol, l'inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats et d'y s'inspirer du séminaire gouvernemental. Et cette autre action contribue justement au développement local. Le Conseil régional du Sud Comoé soulage les parents d'élèves. Il remet 10 tonnes de vivres aux établissements scolaires d'Aboisseau et Maféré, un appui pour le bon fonctionnement des cantines, ce que nous dit Mahama Traoré. Nombreux sont ces écoliers des établissements publics obligés de regagner leur domicile à la pause de midi en raison de la fermeture des cantines scolaires. Cette situation de nature à baisser les taux de réussite scolaire interpelle le Conseil régional du Sud Comoé. La collectivité territoriale vient ainsi de remettre 10 tonnes de vivres aux inspections de l'enseignement primaire des communes d'Aboisseau et de Maféré. Il est donc de notre responsabilité en tant qu'agent de collectivité d'apporter la contribution et du Conseil régional et une contribution personnelle en tant que chef de famille, en tant que parent d'élèves, pour que les cantines puissent nourrir correctement les enfants. Pendant toute l'année scolaire, l'État fait nourrir nos enfants pendant 18 jours seulement. Cette année, c'est 17. L'enfant aura à manger sur place. Il ne fournira plus cet effort pour marcher 3 km aller à la maison, 3 km revenir. Mais attends, c'est un enfant. On lui demande trop. Il restera sur place, il mangera et cela va se ressentir dans les résultats scolaires. Ces 10 tonnes de vivres sont destinées à 40 établissements scolaires publics accueillant plus de 11 000 élèves. Cette dotation va pouvoir couvrir les besoins des cantines scolaires durant plusieurs semaines avant la fin de l'année scolaire. La mutuelle sociale des agents de la RTI, à l'heure du bilan, elle s'aligne sur les règles de bonne gestion des organisations. La Musarti vient de tenir son assemblée générale, une occasion pour évaluer ses actions et en tirer les enseignements pour la suite. Régis Kofi. Bilan positif pour l'exercice 2019. Les dirigeants de la Musarti se disent satisfaits du travail accompli. Parmi les points positifs, hormis l'assurance santé, on note l'acquisition d'une ambulance, d'un laboratoire d'analyse, l'organisation d'un arbre de Noël et d'un concours de cuisine. Autre motif de satisfaction, le fonctionnement de la Musarti qui a connu un changement avantageux pour les agents de la RTI. Tous les fonds étaient utilisés, on va le dire, pour l'aspect médical. Mais aujourd'hui, nous voyons que la Musarti essaie de diversifier donc, ses entrées d'argent. Nous nous réjouissons. En tout cas, nous repartons très satisfaits au niveau de Boaké, de tout ce que nous avons entendu ici. Et nous disons bravo, félicitations au conseil d'administration de la Musarti. Cependant, tout n'est pas rose. Les caisses de la mutuelle sont éprouvées, les charges étant supérieures aux ressources. Résultat, un déficit de 25 millions de francs CFA enregistré. Avec beaucoup de rigueur et de volonté, ce déficit sera surmontable, selon le président de la Musarti. Pour les années à venir, les dirigeants de la mutuelle promettent de belles perspectives. La mutuelle sociale, c'est pour le bien-être des agents. Il faudrait que nos mutualistes puissent obtenir en tout cas le maximum pendant notre gestion. Avec le soutien de notre directeur général, M. Fosséné Dambélé, nous allons pouvoir bâtir, réaliser de belles choses, des logements, le restaurant au niveau du siège, les terrains pour les agents, en tout cas, et pouvoir les soigner naturellement, c'est le b.a.-ba. Alors, nous allons mettre toute cette machine-là en place pour que les agents de la RTI, qui sont de facto mutualistes, puissent être heureux en travaillant pour la RTI. Le bilan 2019 qui a réuni les mutualistes n'a pu se faire au moment opportun pour cause de coronavirus. Une autre assemblée générale est prévue dans le courant de l'année 2021 pour plancher sur les activités de l'année 2020. Dans le reste de l'actualité en Irak, la visite du pape François se poursuit jusqu'à demain. Il a célébré aujourd'hui sa plus grande messe dans le pays. Des milliers de fidèles ont assisté à cet événement qui s'est déroulé dans le stade François Hariri à Erbil, au Kurdistan irakien. Le souverain pontife a prié pour les victimes de la guerre dans le nord de l'Irak, ravagé par les djihadistes. C'est sa plus grande célébration durant son voyage historique dans ce pays devant des milliers de fidèles et sous haute sécurité. Et comme tous les dimanches, place au point de l'actualité internationale. Voyons ce qui a marqué toute cette semaine d'informations dans le monde. C'est dans le 7 sur 7 avec Sidonie Davila.
Nicolas Sarkozy condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme dans l'affaire des écoutes. L'ancien président français a été déclaré coupable de corruption et trafic d'influence. Les faits remontent à 2014. Des centaines de jeunes filles libérées après des négociations entre les ravisseurs et les autorités locales du Nigeria. Elles étaient mardi matin dans les locaux du gouvernement de Zamfara. Ces jeunes filles avaient été enlevées par des hommes armés dans les dortoirs de leur école. Arrêté mercredi alors qu'il se rendait à sa convocation dans le cadre d'une plainte pour viol, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été arrêté et placé en garde à vue dans l'après-midi pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Ousmane Sonko sera présenté devant le juge pour n'avoir pas répondu à la convocation, affirme l'un des membres de son équipe de défense, Maître Gibi Diagne. Pendant que la répression sanglante des manifestations se poursuit en Birmanie, de plus en plus de pression internationale contre la junte birmane. Le rapporteur spécial des Nations Unies recommande un embargo mondial sur les livraisons d'armes. Le pape François est arrivé en Irak vendredi dernier, faisant la joie des chrétiens d'Orient. La visite à haut risque est sous haute surveillance. C'est la première visite papale de l'histoire de l'Irak, ravagée par les guerres et désormais confrontée à la pandémie Covid-19. Le Mauritanien Ahmed Yahya a décidé de retirer sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football CAF ce samedi. La veille, le Sénégalais Augustin Senghor et l'Ivoirien Jacques Anouma avaient fait de même. Plus qu'un seul candidat en lice, le Sud-Africain Patrice Motsepe pour l'élection qui se tiendra le 12 mars prochain à Rabat. Les Suisses votent ce dimanche par référendum sur une loi interdisant la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Une loi saluée comme un garde-fou contre l'homophobie par ses partisans, mais décriée comme une forme de censure par ses adversaires. Et puis sur les législatives 2021, on retient que la proclamation des résultats se poursuivra après ce journal à 20h45 avec une intervention du président de la CEI pour donner quelques précisions. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Abdoulaye Koné. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. Je vous souhaite une fructueuse semaine. Et on se quitte avec ce que dit le SAI ce soir. Si la personne à la recherche de l'eau n'est pas de retour, c'est que les calebasses ne sont pas encore pleines.